Ma mère pensait pouvoir voler le travail de toute ma vie, pour payer la dette de jeu clandestine et colossale de mon frère, mais elle n'a jamais réalisé que je savais exactement ce qu'il manigançait, et que j'avais construit un piège numérique sans faille, qui les détruirait tous les deux à la place. Avez-vous déjà été assis au milieu de votre propre famille, à écouter les vôtres porter un toast pour votre 32e anniversaire, tout en ressentant un frisson glacial vous traversez l'échine? C'est mon cas. C'est exactement à ce moment-là que j'ai compris que la trahison la plus cruelle ne vient pas d'un ennemi sans visage, mais de la personne même qui vous sourit, tout en coupant votre gâteau. Préparez-vous. Ce que je m'apprête à vous raconter va effacer l'illusion de l'amour familial, jusqu'à ce que le dernier masque ne tombe. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à nouveau sur Maya Revenge Stories. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien continu. Malheureusement, YouTube a complètement démonétisé notre chaîne, nous laissant sans le budget nécessaire pour continuer à donner vie à ces histoires. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous soutenir en rejoignant notre Patreon. Vous y trouverez des histoires vraies et exclusives. Beaucoup plus longues, très détaillées, avec la participation de plusieurs comédiens de doublage qui donnent vie à ces drames, d'une manière que nous ne pouvons pas partager publiquement ici. Vous pouvez rejoindre notre communauté en scannant le code QR sur votre écran, ou en cliquant sur le lien Patreon situé dans la description de la vidéo, ou dans le commentaire épinglé. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui, et plongeons dans l'univers glacial de Ale Fernandez. Les lustres en cristal de ce restaurant chic d'Austin, au Texas, jetaient une lueur dorée et chaleureuse sur la salle à manger privée, masquant ainsi la froideur étouffante que je ressentais dans ma poitrine. C'était mon 32e anniversaire. Pour quiconque regardait de l'extérieur, nous offrions l'image parfaite de la famille américaine moderne, et unie par le succès. Il y avait des tintements de verre, des bouteilles de vin importées très chères, et des éclats de rire polis qui résonnaient sur un fond de jazz doux. Mais je ne me faisais pas d'illusions. J'avais passé ma vie entière à apprendre à lire les moindres fissures de cette façade de porcelaine parfaite. En bout de table siégeait ma mère, Isabella. Elle portait sa robe en soie impeccable, comme toujours, son cou orné de lourdes perles, arborant un sourire soigneusement répété qui n'atteignait jamais ses yeux sombres et perçants. Elle était le grand chef d'orchestre de nos vies, dirigeant chaque conversation, dictant chaque choix de carrière, et veillant à ce que l'image de la famille reste absolument irréprochable. Elle exigeait la perfection, mais seulement de ma part. À côté d'elle se tenait mon père, Diego. Il était présent physiquement, mais absent spirituellement, l'ombre silencieuse d'un homme qui avait depuis longtemps abandonné sa propre voie pour préserver la paix. Il passa la soirée à hocher la tête, faisant tourner le liquide rouge foncé dans son verre, évitant délibérément de croiser le regard de l'un d'entre nous. Et puis, il y avait Matteo, mon jeune frère, le fils en or. Matteo était assis en face de moi, chipotant son loup de mer avec l'arrogance blasée de quelqu'un qui n'avait jamais affronté la moindre conséquence au cours de ses 26 années d'existence. Tout ce que Matteo voulait, Matteo l'obtenait. S'il ratait un cours à l'université, c'était la faute du professeur. S'il détruisait une voiture de luxe, le chéquier était immédiatement sorti pour faire disparaître le problème. Je restais assise en silence, jouant mon rôle de fille reconnaissante. Je souriais quand il le fallait, et je les remerciais pour ce dîner somptueux que je savais, au fond, que je finirais par payer moi-même. L'air dans la pièce semblait incroyablement lourd, saturé de ressentiment tacite et de projets cachés. J'ai observé ma mère se pencher au-dessus de la nappe blanche et impeccable. Ses mouvements étaient toujours calculés, jamais spontanés. Sous couvert d'un geste maternel et affectueux, elle s'est avancée pour ajuster le col de Matteo. Elle l'a attiré vers elle, ses ongles manucurés posés sur son épaule. Le groupe de jazz a entamé un crescendo tout en douceur, mais mon oui avait
toujours été d'une acuité troublante lorsqu'il s'agissait d'elle. J'ai capté la plus brève lueur d'urgence dans ses yeux, juste avant qu'elle ne lui chuchotât. L'oreille, pendant que tout le monde est là, va changer le disque. Elle a prononcé ces mots avec une fluidité déconcertante, dissimulant l'ordre derrière. Un sourire radieux dirigeait droit sur moi. Une fraction de seconde plus tard, Matteo s'est levé. Il a négligemment jeté sa serviette en lin sur sa chaise, a annoncé à la table qu'il devait prendre un appel professionnel urgent, puis est sorti de la salle privée. Ni ma mère, ni mon père n'ont scié. Personne n'a posé de questions. Personne n'a trouvé impoli qu'il abandonne le dîner d'anniversaire de sa sœur, avant même que le gâteau n'arrive. Alors que la lourde porte en chêne se refermait derrière lui, une angoisse lancinante et viscérale a commencé à me tenailler l'estomac. Les pièces du puzzle se sont rapidement assemblées dans mon esprit. L'insistance soudaine pour organiser ce dîner ce soir, la façon dont ma mère avait insisté pour que je vienne en voiture avec elle et mon père, exigeant explicitement que je laisse mon propre véhicule garé, et verrouillé, à mon appartement. Ma vie privée n'était pas seulement envahie. Elle était méticuleusement démantelée pendant que j'étais coincé derrière une assiette de nourriture coûteuse. Je me suis efforcé de garder un visage serein, ravalant le goût amer de la trahison qui menaçait de m'étouffer. J'ai engagé une conversation vide de sens avec mon père au sujet de la météo au Texas, comptant les minutes qui s'égrenaient douloureusement. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mon visage restait un masque d'indifférence polie. Exactement 1 heure plus tard, la porte en chêne a grincé. Matteo est revenu dans la salle à manger, mais l'assurance arrogante avec laquelle il était parti avait totalement disparu. Son visage avait la couleur de la cendre humide. De la sueur perlait à la lisière de ses cheveux, et ses mains tremblaient visiblement alors qu'il rangeait brutalement son téléphone au fond de sa poche. Il s'est assis lourdement, fixant son assiette vide d'un regard absent, sa respiration étant saccadée et irrégulière. Du coin de l'œil, je l'ai vu lancer un regard paniqué, et complice, vers notre mère. Il lui a adressé un léger signe de tête négatif, l'air affolé. Quoi qu'ils aient prévu, quelle que soit la violation qu'ils avaient orchestrée dans l'ombre, les choses venaient de tourner au désastre. Le sourire parfait de ma mère a vacillé pendant une fraction de seconde. Une lueur de panique absolue a traversé son regard, avant qu'elle ne la masque rapidement par un rire éclatant, et trop fort, en réaction à quelque chose que mon père n'avait même pas dit. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement pris mon verre en cristal, la surface fraîche calmant mes pensées agitées, et j'ai bu une gorgée lente, et réfléchie, de mon cabernet. Le vin riche a glissé dans ma gorge tandis que je regardais ces deux personnes qui partageaient mon sang. J'ai compris, à cet instant précis, que l'illusion de notre famille était morte. La plus grande tempête de ma vie venait officiellement de commencer, et j'étais exactement là où je devais être pour les regarder s'y noyer. Le trajet de retour vers mon appartement m'a donné l'impression de naviguer dans un tunnel sombre et étouffant. Je m'étais éclipsé du restaurant peu après le débarrassage des assiettes de dessert, prétextant une migraine soudaine et foudroyante. Ma mère m'avait offert sa sympathie hypocrite habituelle, mais ses yeux cherchaient nerveusement ceux de mon frère. Je les ai à peine calculés en sortant dans la nuit humide du Texas, avant de héler un taxi, restant assise à l'arrière, les yeux fixés sur les lumières floues du centre-ville d'Austin. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment contre ma cuisse. Ce n'était pas un appel. C'était une succession rapide de notifications silencieuses provenant de mon réseau de sécurité domestique personnalisé. Alerte numéro 1, mouvement détecté dans le couloir principal. Alerte numéro 2, tentative d'accès non autorisé à la porte du bureau. Alerte numéro 3, scanner biométrique principal contourné. Mon pouls tambourinait agressivement contre mes tympans. J'ai ordonné au
Chauffeur d'accélérer, lui tendant un billet de $50 pour m'assurer qu'il ne poserait pas de questions inutiles. Nous avons foncé à travers les rues désertes. Mais au moment où nous sommes arrivés devant ma résidence au 2 gamme, la situation avait déjà largement dépassé le stade de la simple alerte de sécurité. La rue calme et bordée d'arbres était entièrement éclairée par le clignotement frénétique des gyrophares rouges et bleus. 3 voitures de patrouille étaient garées en travers de l'entrée, et du ruban de police jaune était déjà tendu devant les portes du hall principal. Les résidents étaient rassemblés en petits groupes sur le trottoir, chuchotant et pointant du doigt mon immeuble. J'ai bousculé la foule grandissante, mes talons claquant sèchement sur le trottoir. Mon esprit était d'une clarté absolue, passant instantanément du rôle de fille polie à un état défensif et hautement analytique. Un homme grand, haut, épaules larges et vêtu d'un costume froissé, s'est interposé sur mon chemin, levant la main pour m'arrêter. C'était le détective Miller. Je le connaissais grâce à une consultation en sécurité d'entreprise que mon cabinet avait menée auprès du commissariat local, 2 ans auparavant. Mademoiselle Fernandez, dit-il, d'une voix grave et strictement professionnelle. Nous avons reçu un signal de détresse automatique provenant de votre serveur secondaire, il y a environ 20 minutes. Je suis navré de vous l'apprendre, mais votre logement a été cambriolé. Qui était-ce? Ai-je demandé, en gardant une voix totalement exempte de panique. Nous ne le savons pas encore, a répondu Miller, soulevant le ruban de police pour me laisser passer. L'intrus était très organisé. Il a réussi à brouiller les caméras du couloir, et a forcé le clavier numérique de la porte de votre bureau. Cependant, il semble qu'il n'ait pas eu connaissance du protocole de sécurité d'urgence que vous aviez installé dès qu'il a tenté de modifier physiquement le serveur principal. Les alarmes silencieuses se sont déclenchées, verrouillant la pièce, et nous envoyant une demande d'intervention immédiate. Il a paniqué et s'est enfui avant notre arrivée. Je l'ai suivi dans l'ascenseur, la poitrine serrée. Lorsque nous sommes entrés dans mon appartement, l'air sentait légèrement l'ozone, et le plastique brûlé. J'ai ignoré le salon pour me diriger directement vers mon espace de travail privé. La lourde porte blindée avait été forcée. La serrure électronique était complètement détruite, pendouillant au bout d'un fil. À l'intérieur, la pièce était sens dessus dessous. Mais mes yeux d'experte ont immédiatement remarqué ce qui n'avait pas été touché. Mes ordinateurs portables de valeur, les écrans haut de gamme, et le tiroir de la petite caisse étaient intacts. L'intrus n'était pas venu pour de l'argent, ou du matériel électronique facile à revendre. Il s'était dirigé droit vers le coffre-fort en acier lourd, boulonné sous mon bureau en chêne massif. La porte métallique du coffre présentait des rayures. Des enfoncements, signe d'une tentative désespérée et frénétique de forcer l'ouverture. À l'intérieur de ce coffre reposait un disque dur externe bien spécifique. Il contenait le code source complet, et non crypté, d'un algorithme d'intelligence artificielle révolutionnaire, sur lequel j'avais travaillé pendant 3 ans. C'était un actif exclusif d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Quiconque s'était introduit chez moi ce soir savait exactement ce que c'était, où il était caché, et ce qu'il valait. Les enquêteurs de la police scientifiques sont en route pour relever les empreintes, a déclaré Miller, balayant le coffre endommagé de sa lampe torche. Mais nous avons trouvé quelque chose que le suspect a laissé derrière lui dans sa précipitation. Il a désigné un sachet de preuve en plastique transparent, posé sur ma table basse en verre. À l'intérieur se trouvait un téléphone portable jetable bon marché, un appareil prépayé. L'écran était encore allumé, brillant d'une lueur menaçante dans la pénombre de la pièce. Il a été abandonné près de la sortie de secours, a expliqué le détective, en croisant les bras. On dirait qu'il essayait d'envoyer un message à son employeur au moment même où l'alarme a retenti,
mais il a fait tomber l'appareil avant d'avoir pu appuyer sur envoyer. Nous allons devoir le placer sous scellé, mais je me suis dit que vous deviez le voir d'abord. Je me s'approchais, observant à travers le plastique. Le message non envoyé s'affichait en texte clair, destiné à un numéro. Masqué, je n'ai pas pu la voir. Le système s'est verrouillé automatiquement. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire. J'ai reconnu cette tournure de phrase. Exact. J'ai reconnu ce ton lâche et paniqué. Mon esprit est revenu au restaurant, à peine 1h30 plus tôt. Matteo revenant à table, le visage blême, les mains tremblantes alors qu'il rangeait brusquement son téléphone dans sa poche, et ma mère masquant sa panique par un rire exagérément fort. Je suis resté immobile au milieu de mon espace violet. Un silence froid et pesant m'a enveloppé, étouffant le grésillement des radios de police, et le murmure des agents dans le couloir. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas eu de sursaut de stupeur. Le dernier vestige de loyauté familiale en moi venait de se briser, remplacé par une colère froide et calculée. Les personnes qui voulaient détruire ma vie, voler le travail de mon existence et vendre mon avenir au plus offrant ne portaient pas de cagoule, et ne se cachaient pas dans des ruelles sombres. Elles portaient mon nom de famille, et elles n'avaient absolument aucune idée de la personne à qui elles s'attaquaient. Alors que les enquêteurs de la police scientifique rangeaient leur matériel, et que le dernier policier quittait mon appartement, le silence qui s'est installé dans la pièce était total. Je me tenais seul au milieu de mon bureau dévasté, fixant le coffre-fort endommagé sous ma table. La police s'attendait à ce que je me sente violé, terrifié, ou écrasé par la prise de conscience que mon domicile avait été pris pour cible. Au lieu de cela, j'ai senti un calme intense et analytique m'envahir. Pour comprendre comment j'en étais arrivé à ce moment de lucidité glaciale, il faut comprendre l'environnement impitoyable dans lequel j'évolue au quotidien. J'occupe le poste d'architecte système principal chez Nexia Solutions, un conglomérat technologique mondial spécialisé dans la modélisation prédictive. Au cours des 4 dernières années, j'ai développé, compilé et breveté un algorithme d'apprentissage autonome, capable de prédire les fluctuations des marchés financiers, avec un taux de réussite de 92%. Nous parlons d'une propriété intellectuelle hautement confidentielle, évaluée à plus de 50 millions de dollars. Lorsque vous possédez un actif d'une telle importance, la paranoïa n'est plus un trait de caractère dysfonctionnel. C'est une condition fondamentale de survie. Exactement 5 mois auparavant, j'avais commencé à détecter des anomalies microscopiques au sein de mon périmètre numérique. Elles étaient extrêmement subtiles. Un concurrent modifiait mystérieusement ses calendriers de développement pour qu'ils correspondent parfaitement à mes étapes de projets non publiés. Un serveur chiffré et anonyme interrogeait mon pare-feu d'entreprise à 3 heures du matin, testant mes failles de sécurité. Quelqu'un transmettait mes données internes à une entreprise technologique rivale, mais de manière maladroite. Il cherchait désespérément la clé maîtresse, le code source final non crypté, que je conservais entièrement hors ligne. Au départ, j'ai soupçonné une topo sein de l'entreprise. J'ai mené des audits internes discrets sur mes collègues, pensant trouver un développeur mécontent. Au lieu de cela, mon enquête privée a révélé un schéma troublant de proximité physique. Les fuites de données coïncidaient systématiquement avec les visites familiales. Tout à coup, le changement bizarre dans nos dynamiques de famille est devenu d'une clarté limpide. Ma mère, qui avait passé toute ma vie d'adulte à balayer ma carrière d'un revers de main en la qualifiant de jargon informatique ennuyeux, s'est soudainement découvert une curiosité insatiable pour la sécurité de mes données. Elle me servait négligemment un verre de vin dans ma cuisine, tout en me demandant si une panne de courant général pouvait effacer mes sauvegardes. Elle feignait la fierté maternelle, me demandant si la sécurité de mon appartement était vraiment assez robuste pour protéger un travail aussi précieux. Matteo, un
Homme capable de galérer pour réinitialiser son propre mot de passe sans assistance, s'est mis à poser des questions précises sur les accès serveurs à distance et les contournements de pare-feu physiques. Je ne suis pas une victime par nature. Quand j'ai compris que les prédateurs qui rôdaient autour de ma vie étaient les personnes mêmes qui m'avaient élevé, je ne les ai pas confrontés à mes soupçons. La confrontation permet à l'ennemi de s'adapter et de modifier sa stratégie. À la place, j'ai construit un abattoir. Et je l'ai décoré pour qu'il ressemble à un sanctuaire. Le lourd coffre-fort en acier boulonné sous mon bureau en chêne n'était rien d'autre qu'une mise en scène élaborée. Le disque dur verrouillé à l'intérieur était totalement vide de mon travail réel. Mon véritable code source chiffré est stocké en permanence au cœur d'une banque de serveurs souterraine. Ultra sécurisée et biométrique, chez Nexia Core Solutions. Le disque externe présent dans mon coffre vandalisé était un leurre, un piège numérique conçu spécifiquement pour attraper un rat. J'avais passé 3 semaines à coder minutieusement un virus de traçage hautement agressif et auto-exécutable, masquant son apparence pour qu'il ressemble en tout point à mes fichiers algorithmiques principaux. Si un voleur parvenait à dérober ce disque, et à le brancher sur n'importe quel ordinateur, le virus s'implanterait instantanément au plus profond de sa carte mère. Il était programmé pour contournant silencieusement les pare-feux standards. Activer la caméra de l'appareil, extraire chaque dossier financier, application bancaire ou message crypté présent sur la machine hôte. Et envoyer le tout directement vers un serveur cloud sécurisé et intraçable que je surveillais. Plus important encore, si le voleur tentait de copier ou de transférer les fichiers, le virus déclenchait une destruction locale et catastrophique des données, effaçant le système d'exploitation et bloquant définitivement tout accès. Désormais, en fixant ce téléphone jetable abandonné sur ma table basse en verre, la logique globale de leur trahison m'apparaissait avec une clarté effrayante. L'instruction que ma mère avait murmurée plus tôt ce soir-là n'était pas simplement l'ordre de forcer une serrure physique, et de s'emparer d'un matériel. C'était un ordre direct pour que Matteo s'introduise dans mon réseau local, et modifie en profondeur mes codes d'accès principaux. Ils avaient l'intention de m'exclure totalement de mon propre système de sécurité personnalisé, prenant ainsi ma vie numérique en otage. Ils comptaient livrer l'algorithme volé à une entreprise rivale, en échange d'un versement d'argent colossal et intraçable. Le motif était le plus ancien, et le plus de l'histoire de l'humanité, l'argent facile. J'avais récemment découvert, grâce à un détective privé discret, que Matteo était en train de se noyer sous le poids d'une dette de jeu colossale auprès d'un syndicat clandestin. Il devait environ 800 000 $ à des hommes extrêmement dangereux, qui ne négocient pas, et n'envoient pas de lettres de relance polies. Ma mère, incapable de laisser son fils chéri affronter les conséquences de ses choix désastreux, avait pris une décision calculée. Elle avait décidé que le travail de ma vie, mes nuits blanches, et tout mon avenir, serait la monnaie d'échange idéale pour rembourser les dettes massives de son fils, et préserver son propre train de vie luxueux. Ils étaient tout à fait disposés à détruire ma carrière, et ma réputation, pour sauver un garçon qui n'avait jamais travaillé dur un seul jour de sa vie. Mais ma mère et mon frère ont commis une erreur d'évaluation monumentale. Ils ont cru que je n'étais qu'une fille naïve et obéissante, s'amusant sur son ordinateur dans sa chambre. Ils n'ont pas réalisé qu'ils venaient de mettre les pieds dans le piège tendu par un prédateur redoutable, et que les mâchoires d'acier étaient déjà en train de se refermer. Le lendemain matin, à 8 heures précises, mon téléphone a brisé le lourd silence de l'appartement. À l'autre bout du fil, la voix du détective Miller était brève et strictement professionnelle, contrastant avec le chaos émotionnel dans lequel je me trouvais. Nous avons vérifié les numéros de série de ce téléphone jetable, Mademoiselle Fernandez, a-t-il déclaré d'un ton neutre. Il a été acheté dans une supérette du quartier, il y a 2 jours. L'acheteur a utilisé une carte de crédit d'entreprise prépayée, enregistrée au nom d'une société à responsabilité limitée basée dans le Delaware, une société écran.
le commissariat local ne dispose pas des ressources nécessaires pour percer rapidement les secrets de ces montages financiers, mais nous déposons les demandes d'autorisation aujourd'hui. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché. Je n'avais pas besoin de la lenteur bureaucratique de la police locale pour obtenir le nom de cette société écran. Je le possédais déjà. Avant de fuir les lieux dans un vent de panique totale la veille, mon frère avait commis une erreur de débutant qui lui serait fatale. Dans sa tentative désespérée et tremblante de contourner mon pare-feu secondaire avant le verrouillage physique, Matteo avait branché une clé USB pirate directement sur mon port réseau local. Il espérait écraser manuellement les protocoles de sécurité et forcer l'ouverture du coffre-fort. Il a échoué. Mais dès que ce matériel étranger s'est connecté à mon écosystème, mon virus de traçage personnalisé s'y est accroché. Comme un parasite numérique. Lorsque Matteo est rentré chez lui en courant, et qu'il a inévitablement branché cette même clé USB sur son ordinateur portable personnel pour comprendre ce qui avait échoué, le virus s'est exécuté sans la moindre erreur. Dès 9h30 du matin, mon serveur cloud sécurisé a commencé à recevoir des paquets de données cryptées massifs. Je me tenais là, baigné par la lumière bleue et froide de mes écrans, sirotant un café noir et amer, tout en épluchant méticuleusement les débris numériques des secrets soigneusement gardés par ma famille. Le virus avait tout récupéré, email, historique de conversation crypté, partitions cachées de disques durs, et documents financiers enregistrés. La société écran n'était pas un simple montage temporaire créé pour acheter un téléphone jetable. C'était une entreprise de blanchiment d'argent massive et hautement sophistiquée, qui fonctionnait depuis plus de 4 ans. Et la révélation la plus révoltante de tout était le nom inscrit sur les documents d'enregistrement officiel. Ce n'était pas Matteo. C'était Isabella Fernandez. Les relevés bancaires dressaient le portrait d'une cupidité absolue, et sans limite. Ma mère n'était pas seulement une femme désespérée essayant de couvrir les dettes de jeu de son fils par pur amour maternel. Elle était l'architecte de sa propre ruine financière. Les registres révélaient des années de transfert vers des comptes offshore, d'actifs dissimulés, et d'hémorragie financière majeure. Son train de vie somptueux, ses robes de créateur sur mesure, ses bouteilles de vin importé si cher, et ses abonnements dans des clubs de golf prestigieux reposaient tous sur une montagne de dettes sur le point de s'effondrer. Elle affichait actuellement un déficit de plus de 2 millions de dollars. Elle avait prévu de voler, et de vendre mon algorithme exclusif pour des dizaines de millions. Elle comptait régler les dettes clandestines de Matteo comme un simple détail pratique, puis empocher la grande majorité de cet argent intraçable pour maintenir son empire aristocratique et creux. Je n'étais rien d'autre qu'un agneau sacrifié sur l'autel de sa vanité. J'ai éteint mes écrans. Le bureau a été plongé dans l'obscurité. Pendant 2 heures éprouvantes, je suis resté totalement immobile au milieu de la pièce, fixant les écrans noirs. J'ai traversé un conflit psychologique violent et douloureux, au plus profond de moi-même. C'était le point de non-retour. D'un côté du gouffre se tenait l'instinct biologique profondément ancré de protéger mon propre sang. C'était ce conditionnement social qui prétend que la famille est sacrée, un lien que l'on ne rompt jamais, peu importe la toxicité du poison que l'on vous sert. De l'autre côté se dressait une exigence froide et inflexible de justice absolue. Ils n'avaient pas seulement essayé de me voler. Ils avaient fondamentalement tenté d'effacer mon existence, de s'approprier le travail de ma vie entière, et de détruire ma réputation. Tout cela pour préserver leurs propres illusions fragiles et pathétiques. La guerre a pris fin. La justice a gagné. J'ai rassemblé les relevés de comptes offshore, les documents d'enregistrement de la société écran, les traces numériques de la tentative d'intrusion, et les coordonnées de localisation géographique, issues de l'ordinateur infecté de Matteo.
J'ai placé l'intégralité de ces documents accablants dans un dossier numérique hautement sécurisé. J'ai adressé ce courriel chiffré directement à la Division des cybercrimes du Federal Bureau of Investigation, en mettant en copie l'équipe juridique de mon entreprise chez Nexia Solutions. J'ai pris une profonde inspiration, retenant l'air dans mes poumons pendant 5 longues secondes, puis j'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est envolé. Les dégâts étaient désormais irréversibles. Il n'y avait plus aucun retour en arrière possible. Les rouages de la justice fédérale étaient officiellement lancés. J'ai pris mon téléphone, et j'ai ouvert mes messages. Je suis allé sur la fiche de contact de ma mère. Je ne l'ai pas appelée. Je ne voulais pas entendre les intonations mielleuses et manipulatrices de sa voix. J'ai tapé 3 phrases simples et définitives, viens chez moi tous deux. Suite. Viens seul. La partie est terminée. Je me suis dirigé vers les grandes baies vitrées de mon salon. Dehors, le soleil éclatant du matin texan avait été totalement englouti par un ciel d'un brun jaunâtre et menaçant. Une tempête de poussière massive arrivait rapidement des plaines de l'ouest, étouffant la ville d'Austin sous un mur aveuglant de poussière et de vent hurlant. La température chutait à toute vitesse, faisant vibrer les lourdes vitres. C'était une force de la nature violente et impitoyable, qui reflétait parfaitement la destruction totale que j'allais déchaîner entre ces 4 murs. Le lourd heurtoir en laiton de ma porte d'entrée a résonné dans l'appartement. Silencieux, couvrant complètement les sifflements étouffés de la tempête qui frappait les murs extérieurs du bâtiment. Je ne me suis pas pressé. J'ai marché lentement sur le parquet, mes pieds nus ne faisant aucun bruit, puis j'ai déverrouillé la serrure. Ma mère se tenait dans le couloir, malgré les conditions climatiques apocalyptiques qui s'abattaient sur la ville d'Austin. Isabella Fernandez semblait tout juste sortie d'une séance photo pour un magazine de mode de luxe. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés. Son trench coat beige était parfaitement repassé, et sa posture était aussi rigide et autoritaire que celle d'un monarque inspectant ses sujets. Elle a franchi mon seuil sans attendre d'invitation, apportant la fragrance subtile et coûteuse de son parfum de créateur dans mon espace de vie. Elle s'est tournée vers moi, ses traits adoptant instantanément une expression de profonde préoccupation maternelle, teintée de blessures. C'était une comédie que j'avais vue 1000 fois, une arme psychologique qu'elle avait perfectionnée pendant 3 décennies pour maintenir mon père et mon frère parfaitement sous son contrôle. Allez, ma chérie, commença-t-elle, d'une voix pleine d'une chaleur feinte, tout en déboutonnant son manteau. Que se passe-t-il enfin? Ton message était incroyablement théâtral, et le détective Miller a appelé ton père ce matin pour poser des questions sur un cambriolage. Tu as terrifié toute la famille. Nous nous sommes inquiétés pour toi toute la nuit. Je suis resté parfaitement immobile, les bras croisés sur la poitrine, la regardant jouer son rôle. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Je ne lui ai pas proposé un verre. J'ai simplement gardé le silence, le laissant s'installer jusqu'à devenir un poids étouffant dans la pièce. Son sourire parfait a vacillé, juste pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne passe avec assurance à sa tactique suivante, celle de la protectrice légitime. Bon, je sais de quoi il s'agit, soupira lourdement Isabella, agitant sa main manucurée comme pour chasser une contrariété mineure. Matteo m'a tout dit. Il m'a parlé de ce petit malentendu à ton appartement, hier soir. Allez, tu dois m'écouter. Tu es tellement naïf quand il s'agit du monde des affaires. J'ai découvert que Nexia Solutions avait l'intention de t'exploiter. Ils allaient s'emparer de ton algorithme, te priver de tes propres brevets, et te laisser sans rien. J'avais terriblement peur pour ton avenir. Elle a fait un pas vers moi, tendant les mains comme pour prendre les miennes. Je me suis reculé, et ses bras sont retombés lourdement le long de son corps. J'ai dit à Matteo d'aller à ton appartement pour mettre en sécurité une copie de sauvegarde de tes fichiers, poursuivit-elle,
élevant la voix dans une tentative désespérée de paraître convaincante. C'était uniquement cela, ma chérie. Une simple sauvegarde. Nous essayons de protéger tes intérêts, afin que tu puisses créer ta propre entreprise indépendante. Mais Matteo, le pauvre, est si maladroit avec l'informatique. Il a paniqué quand cette alarme absurde s'est déclenchée. Maintenant, tu as donné à cette affaire des proportions démesurées en impliquant la police. Je veux que tu prennes ton téléphone tout de suite. Appelle le détective Miller, et dis-lui que tu as commis une erreur. Dis-lui que tu as retrouvé les objets manquants, et que tu retires ta plainte. Nous devons régler cela en famille, en privé. L'audace incroyable de ces mensonges flottait dans la pièce, lourde et écœurante. Elle croyait sincèrement que j'étais assez stupide pour croire à cette histoire inventée de toutes pièces. Elle pensait que son autorité maternelle était une baguette magique capable d'effacer des crimes fédéraux. Un rire bas et amer m'a échappé. C'était un son rauque et grinçant qui sembla la surprendre. Je n'ai pas seulement ri, j'ai laissé échapper un véritable ricanement d'incrédulité totale. Protéger mes intérêts, ai-je demandé d'une voix dangereusement douce. Créer ma propre entreprise indépendante? Je lui ai tourné le dos, et je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine. Posé précisément au milieu du comptoir en marbre sombre se trouvait un dossier cartonné épais. J'avais passé la dernière heure à imprimer les versions papier du dossier numérique envoyé aux autorités. Je l'ai récupéré, je suis revenu dans le salon, et j'ai jeté le dossier violemment sur la table basse en verre. Il a atterri dans un bruit sec et autoritaire qui a fait sursauter physiquement Isabella. Ouvre-le, ai-je ordonné. Isabella a fixé le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elle a hésité, ses yeux passant nerveusement de mon visage à la table. Lentement, elle s'est penchée, et a ouvert le rabat cartonné. Posé au sommet se trouvait une impression haute résolution des documents d'enregistrement de la société écran du Delaware. Juste en dessous figuraient les relevés bancaires offshore, surlignés en jaune vif, montrant un solde négatif de 2 millions de dollars. À côté se trouvait un état détaillé des dettes de jeux massives que mon frère devait à un syndicat clandestin. J'ai vu toute couleur quitter son visage habituellement si parfait. La matriarche si calme et impeccable s'est volatilisée en un instant. Sa mâchoire s'est serrée si fort que je pouvais entendre ses dents grincer. Ses yeux se sont écarquillés, parcourant les preuves indéniables de sa ruine financière et de sa complicité criminelle. Tu n'as pas envoyé Matteo pour sauvegarder mes fichiers, ai-je déclaré, ma voix résonnant sous les hauts plafonds. Tu l'as envoyé pour voler le travail de toute ma vie. Tu allais vendre mon algorithme au plus offrant pour rembourser tes 2 millions de dettes, et éviter à ton fils adoré de se faire briser les jambes par des usuriers. Tu allais me laisser porter le chapeau. Me laisser détruire ma carrière. Me laisser affronter les poursuites judiciaires de Nexia. Tout cela pour que tu puisses continuer à boire du champagne de luxe, en prétendant appartenir à la noblesse. Le masque est enfin tombé. Il n'a pas seulement glissé. Il s'est brisé en 1000 morceaux. La mère aimante a disparu, remplacée par un prédateur acculé et venimeux. Isabella a refermé brutalement le dossier, puis s'est redressée. Son visage était devenu rouge foncé sous l'effet d'une colère pure, et sans filtre. Elle a pointé un doigt tremblant en direction de mon visage. Comment oses-tu me parler sur ce ton, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant sous la colère, abandonnant totalement les intonations douces et aristocratiques qu'elle utilisait d'ordinaire. Espèce de petite ingrate arrogante, c'est moi qui t'ai donné la vie. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. J'ai payé pour ces écoles d'élite qui t'ont rendue si intelligente. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es appartient à cette famille. Tu me redevis. Tout. Elle a fait un pas menaçant vers moi,
le regard sauvage. Je déteste. Ton arrogance, a-t-elle craché, des postillons s'échappant de ses lèvres. Assise dans cet appartement coûteux, à regarder ton père et ton frère de haut. Comme si tu valais tellement mieux que nous. Tu te soucies davantage d'un stupide code informatique que de ta propre famille. Matteo allait se faire tuer. Ma réputation, le nom que j'ai bâti pour cette famille, allait être traînée dans la boue et anéantie par la faillite. Oui, j'allais le prendre. C'était ton devoir de nous sauver, mais tu es bien trop égoïste pour te soucier de qui que ce soit d'autre que de toi-même. La tempête au dehors semblait faire écho à sa fureur, le vent s'écrasant violemment contre les grandes baies vitrées, faisant trembler les vitres épaisses. Mais à l'intérieur, je ne ressentais qu'un calme glacial et absolu. Ces hurlements ne m'intimidaient pas. Ils ne faisaient que confirmer tous les soupçons sombres que j'avais toujours eus à son sujet. Je me suis approché d'elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas levé les mains. Je me suis simplement avancé dans son espace personnel, la forçant à lever les yeux vers moi. J'étais plus grande qu'elle désormais, et j'ai profité pleinement de cet avantage physique. Je me suis penché, approchant mon visage à quelques centimètres de son oreille. Pensais-tu honnêtement que j'étais assez stupide pour laisser mon véritable code source chiffré dans un coffre en métal bon marché, sous un bureau en bois? Elle chuchotait, d'une voix aussi acérée qu'un scalpel. Isabella s'est figée. Les mouvements saccadés de sa poitrine se sont brusquement arrêtés. Je savais que tu transmettais mes données depuis des mois, ai-je continué, parlant lentement pour que chaque mot se grave dans son esprit. Ce disque externe que tu as envoyé Matteo voler était un leurre. C'était un piège numérique. Et je tiens à te remercier personnellement d'avoir ordonné à Matteo de le brancher sur votre réseau. Dès qu'il a connecté ce matériel, mon virus de traçage a infiltré tout votre écosystème informatique. Il a contourné vos pare-feux, a récupéré le moindre relevé bancaire caché, et a cartographié l'architecture exacte des serveurs de ta petite société écran dans le Delaware. Isabella a reculé de quelques pas, son talon aiguille se prenant dans le bord du tapis de luxe. Elle s'est raccrochée au dossier du canapé pour ne pas tomber, les yeux écarquillés par une terreur soudaine et étouffante. Tu leur as donné mes données, balbutia-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure inaudible. Je leur ai tout donné, ai-je répondu, la fixant avec une autorité absolue. J'ai envoyé l'intégralité du dossier constitué à la division des cybercrimes du Federal Bureau of Investigation, ce matin à 8 heures précises. Pour garantir une intervention rapide, j'ai également mis en copie l'équipe juridique implacable de Nexia Solutions. L'ensemble des serveurs de ta société écran a été bloqué et saisi par des agents fédéraux, il y a exactement 10 minutes. Vos comptes sont gelés. Vos secrets sont révélés. Isabella semblait avoir été frappée de plein fouet par un train à grande vitesse. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. L'autorité absolue qu'elle avait exercée sur ma vie pendant 32 ans venait d'être réduite à néant. Elle n'était plus un maître des marionnettes. Elle n'était plus qu'une criminelle ruinée et désespérée, attendant de voir des menottes en acier se refermer sur ses poignets. Je me suis détourné d'elle, je me suis dirigé vers l'entrée, et j'ai saisi la lourde poignée en laiton. J'ai ouvert la porte en grand. Le vent hurlant du Texas s'est engouffré instantanément dans l'appartement, faisant tourbillonner la poussière sur le parquet ciré, et balayant la chaleur artificielle de la pièce. J'ai regardé la femme qui m'avait mis au monde. Elle tremblait de tout son corps, serrant son manteau de marque contre sa poitrine, comme s'il pouvait la protéger de la réalité catastrophique qu'elle avait elle-même engendrée. Sors de chez moi, ai-je ordonné, ma voix couvrant le grondement du vent extérieur. Sors tout de suite, avant que les véhicules fédéraux ne s'engagent dans cette rue pour t'arrêter sur le pas de ma porte. Le lendemain à 7 heures du matin, les chaînes d'information locales diffusaient l'affaire en boucle. Les images de la diffusion étaient brutales, mais offraient
Une satisfaction indéniable. On y voyait ma mère, son manteau de créateur posé maladroitement sur ses épaules dans une tentative désespérée de dissimuler les lourdes menottes en acier. Elle était escortée hors de son immense propriété par des agents fédéraux à l'allure stricte, sa posture autrefois si parfaite étant complètement brisée. Matteo marchait juste derrière elle, la tête basse, ressemblant à s'y méprendre à un enfant terrifié plutôt qu'au garçon arrogant qu'il avait toujours prétendu être. Les chefs d'inculpation fédéraux qui défilaient au bas de l'écran étaient accablants, fraude électronique, espionnage économique aggravé, et blanchiment d'argent à grande échelle. Mon père, Diego, est resté fidèle à sa nature lâche. Il n'a pas soutenu celle qui avait été son épouse pendant 34 ans. Moins de 48 heures après l'arrestation, il a demandé à ses avocats de lancer une procédure de divorce d'urgence, dans une tentative désespérée et pitoyable de mettre à l'abri le peu d'actifs qu'il lui restait face aux saisies de biens fédérales imminentes. Mon téléphone personnel a sonné sans interruption pendant une semaine entière. Des membres de ma famille, à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 5 ans, ont soudainement retrouvé mon numéro, inondant ma messagerie de messages larmoyants et impérieux. Ils me suppliaient d'aller voir la police pour faire retirer les plaintes, répétant que la famille passait avant tout. J'ai bloqué définitivement chacun de leurs numéros. On ne peut pas simplement annuler des poursuites fédérales. Et même si la loi le permettait, je ne changerais absolument rien à ce que j'ai fait. Chez Nexiacor. Solution, l'ambiance au travail a totalement tourné en ma faveur. Je n'ai pas été sanctionné ni visé par une enquête pour la faille de sécurité. Au contraire, j'ai été salué. Le conseil d'administration a tenu une réunion de crise exceptionnelle, et a publiquement salué ma prévoyance sans concession. J'avais réussi à protéger un actif d'entreprise de 50 millions de dollars, sans qu'aucune ligne de code exclusif ne soit compromise. À la fin de ce même mois, j'ai été officiellement promue directrice de l'architecture des systèmes avancés. Ce nouveau poste s'accompagnait d'un grand bureau d'angle, et d'une augmentation de salaire qui a consolidé définitivement mon indépendance financière totale. Je n'avais besoin d'aucun héritage familial. J'avais bâti mon propre empire en partant de zéro. Rentrer chez moi aujourd'hui procure une sensation totalement différente. La tension lourde et étouffante, qui flottait jadis dans l'air, a complètement disparu. J'ai passé un samedi après-midi tranquille à décrocher chaque photo de famille encadrée qui décorait mon couloir. Les sourires forcés, la perfection mise en scène des vacances, et les souvenirs creux sont allés directement à la poubelle. Désormais, les murs sont d'une propreté apaisante. La seule compagnie que je garde dans cet espace paisible et Buster, mon golden retriever sauvé d'un refuge, qui pose joyeusement sa tête lourde sur mes pieds pendant que je travaille à mon bureau. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, je me suis dirigé vers la lourde porte blindée de mon bureau de travail. J'ai réinitialisé manuellement le clavier numérique avec une toute nouvelle combinaison. Je ne changeais plus le code pour me protéger des voleurs numériques ou des espions industriels. J'étais en train de verrouiller définitivement mon passé toxique. S'il y a une vérité absolue que vous devez retenir de mon parcours, c'est celle-ci: la paix ne viendra jamais si vous continuez à tolérer les personnes qui vous exploitent. Même si elles partagent le même nom de famille que vous, vous ne détruisez pas une famille en vous éloignant. Vous êtes simplement en train de nettoyer votre propre vie. Merci infiniment, du fond du cœur, d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez dans le monde en ce moment. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui captivant, et que vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à rejoindre le Patreon de Maya Revenge Stories. Vous y trouverez nos histoires vraies les plus intenses, et les plus marquantes, qui sont totalement exclusives, et tout simplement trop explicites pour être publiées publiquement sur YouTube. Vous pouvez facilement rejoindre notre
communauté en scannant le code QR actuellement visible sur votre écran, ou en cliquant sur le lien Patreon situé directement dans la description de la vidéo, ou dans le commentaire épinglé ci-dessous.